Nous sommes aujourd'hui lundi 28 décembre 2015 et pour la chronique du jour, nous allons parler de droits humains. À cet effet, je reçois sur ce plateau Monsieur Étienne, autant pour moi, Kaboré, coordonnateur général du CIFDA, qui est ici sur ce plateau pour nous parler de gouvernance démocratique et de droits de l'homme. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Merci bien et bonjour à vous également. Alors, que doit-on entendre par gouvernance démocratique? Je dirais tout simplement que la gouvernance démocratique, en fait, c'est un processus de lutte contre la pauvreté. Parce que gouverner, comme par exemple gouverner un navire, c'est d'employer tous les moyens à disposition, notamment financiers, matériels et humains, pour conduire le navire à bon port, en faisant face bien sûr à toutes ces difficultés en milieu marin. Et sur le plan de la politique, notamment en démocratie, c'est en quelque sorte poser tous les principes qui respectent les droits humains et qui concourent en fait à la lutte contre la pauvreté, en favorisant bien sûr l'équité, la transparence, la participation et en consacrant bien sûr la primauté du droit. Peut-on dire que gouvernance démocratique et droits de l'homme sont liés? Gouvernance démocratique et droits de l'homme sont complémentaires en quelque sorte. Parce que les principes relatifs aux droits de l'homme posent en quelque sorte des valeurs qui, en tout cas, visent à guider le gouvernement et tous les acteurs qui interviennent, bien sûr, dans la vie politique et même administrative, voilà, dans la prise de décisions, dans l'élaboration des politiques, des programmes et dans même l'allocation budgétaire. Lorsqu'il n'y a pas également de gouvernance démocratique ou de bonne gouvernance, les droits humains ne peuvent pas non plus être consacrés, garantis et puis respectés de façon durable. D'accord. Autre aspect, selon vous, comment la gouvernance démocratique peut-elle en effet garantir l'effectivité des droits de l'homme, surtout dans notre pays? Alors, les droits de l'homme ont trois fonctions. La fonction de participation, la fonction de protection et la fonction de prestation. Alors, la gouvernance démocratique, en fait, doit inscrire dans sa démarche toutes ces trois fonctions afin de pouvoir garantir tous les droits de l'homme qui sont consacrés par les textes aussi bien au plan international qu'au plan national. Alors, la gouvernance démocratique, en quelque sorte, doit contribuer ou en quelque sorte travailler à renforcer les institutions démocratiques, en passant bien sûr d'abord par la séparation effective des pouvoirs, pour que chaque pouvoir puisse bien sûr jouer le rôle de contrepoids et de contre-pouvoir aux autres pouvoirs, et également voilà, que le renforcement de ces institutions puisse créer en tout cas des espaces favorables à l'épanouissement en fait des droits humains, à l'effectivité des droits humains, en favorisant la participation de tous les citoyens, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, à la prise de décision et à la gestion des affaires publiques. C'est aussi en quelque sorte renforcer le dispositif de prestation des services. Voilà, notamment pour ce qui concerne la santé, l'emploi et bien d'autres droits. C'est également la consécration de l'état de droit pour donner vraiment suite à tout ce qui est violation des droits de l'homme, violation de droits, que les victimes soient indemnisées et tout. Et là, ça contribue vraiment en tout cas à l'effectivité des droits de l'homme. C'est également aller dans le sens de la lutte contre la corruption. Parce que une bonne gouvernance démocratique doit en quelque sorte poser tous les principes qui permettent de lutter contre la corruption. Parce que la corruption ne permet pas en fait la mise en œuvre effective de toutes les prestations sociales
et autres qui concourent à la lutte contre la pauvreté et qui concourent également à ce que les populations puissent bénéficier des prestations de l'État dans certains domaines tels que l'éducation, la santé et bien d'autres. D'accord. On va aller sur un aspect un peu global. Peut-on parler aujourd'hui de bonne gouvernance et d'état de droit quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, de façon générale? 2014, si vous parlez de 2014, il y a également, je dirais, une partie du règne de Blaise et également une partie de la transition. Alors, disons qu'en 2014, vous savez bien sûr qu'il y a eu l'insurrection populaire qui est également due en fait à certaines dérives en matière de gouvernance. Voilà, et la non prise en compte bien sûr de certains droits. Parce que il y avait des droits qui étaient bafoués, voilà, il n'y avait pas de justice. Les gens criaient à l'injustice, il y avait la corruption. Au niveau de l'emploi également, il n'y avait pas assez de mesures qui permettaient de favoriser, en tout cas, l'employabilité de la jeunesse, parce que souvent c'est dû à des relations et tout ça. Et il y a eu tellement de problèmes au niveau de la gouvernance, et ce sont ces problèmes qui ont conduit en fait à l'insurrection. Et lorsque on regarde un peu dans le rapport du MAEP également, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites dans le sens de l'amélioration de cette gouvernance-là et qui n'ont pas été prises en compte. Et en tout cas, ça nous a conduit à cette insurrection-là. Et les autorités, par exemple, de la transition, n'avaient pas forcément pour mandat de travailler comme un gouvernement normal. Voilà, dans la mesure où ce sont des autorités qui ont été installées suite à une situation, je dirais, exceptionnelle, voilà, qui devaient travailler à mettre en place un certain nombre d'institutions, voilà, avant de passer le témoin à un gouvernement normal. Et je dirais que les autorités de la transition ont fait ce qu'elles pouvaient faire du moins. On a vu les états généraux de la justice qui ont été tenus. On a vu également le pacte pour le renouveau de la justice qui a été bien sûr signé. On a vu également la confiscation, je dirais, du pouvoir de chef suprême de la justice du président, qui est désormais dévolu, attribué bien sûr au président du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est en quelque sorte ça qui contribue et qui concourt en fait à la bonne gouvernance. Parce que déjà, on voit qu'il y a une certaine volonté d'aller vers en fait la prise en compte des droits des populations. D'accord. Monsieur Etienne, on va poursuivre avec la question de gouvernance démocratique et de droits de l'homme. Y a-t-il de bonnes pratiques en matière de gouvernance démocratique? Oui, tout à fait. Il y a de bonnes pratiques et je pense que le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a fait une étude dans ce sens-là et en tout cas dans pas mal de pays pour recenser en quelque sorte des bonnes pratiques en matière de gouvernance et qui respectent bien sûr les droits de l'homme. Parce que il n'y a pas de principe en fait clé consacré au plan universel, voilà, qui peut se permettre à tous les États de pouvoir s'allier, voilà, sur ces bonnes pratiques-là, sur ces principes-là. Donc, ces bonnes pratiques, je dirais, c'est essentiellement ce que je venais de dire, c'est le renforcement des institutions démocratiques pour favoriser en fait la participation des citoyens, pour favoriser la prise en compte de façon large des besoins des citoyens, aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain. C'est également mettre en place des institutions qui permettent que les victimes puissent bien sûr obtenir gain de cause lorsque bien sûr les droits sont violés. C'est également consacrer la primauté du droit. Et c'est aussi la lutte contre la corruption et également renforcer les dispositifs de prestation de services au niveau de l'État, en passant bien sûr par les partenariats entre les institutions pour en quelque sorte élargir davantage la possibilité que les droits humains soient respectés.
D'accord, nous sommes presque au terme de cet entretien, mais très rapidement, pouvez-vous nous donner quelques conseils ou des recommandations de faire de telle sorte que tous les acteurs de la vie politique et administrative au Burkina Faso adoptent de bonnes pratiques de gouvernance? Alors, à ce niveau, je pense que il n'y a pas de conseil en tant que tel à donner. Il n'y a pas non plus de recommandations que je puisse faire. Je pense qu'il y a déjà des textes qui existent et auxquels il faut se référer tout simplement. Voilà, dans tout ce qui est processus de prise de décision ou d'élaboration de programmes, de projets et tout ça, pour le développement aussi bien au plan, en tout cas national, qu'au plan local. Voilà, il y a, je dirais, toutes les conventions relatives aux droits de l'homme qui peuvent être bien sûr des références. Il y a également assez de rapports et d'études qui existent. Je cite également le rapport du MAEP qui peut être par exemple utilisé. Mais au plan local, par exemple, je dirais que pour tout ce qui est politique ou programme à mettre en œuvre au plan local, notamment dans les communes, il faut une participation en fait de ces citoyens-là. Parce que la plupart du temps, elles ne savent pas que, les populations ne savent pas qu'elles peuvent prendre part directement ou par l'intermédiaire bien sûr de ceux qu'ils ont élus à la gestion bien sûr des affaires. Et dans bien des cas, elles sont en retrait. Donc il faut une certaine sensibilisation, une certaine éducation dans ce sens-là pour que les populations s'intéressent à cela. Et si les populations s'intéressent bien sûr aux programmes et aux projets qui sont mis en œuvre au plan local, ça nous permet vraiment de pouvoir en tout cas parvenir à des résultats et d'abord à des programmes légitimes parce que les populations vont se sentir dans la mise en œuvre de ces programmes-là et aussi à des résultats voilà, qui auront vraiment un certain impact. Et lorsqu'on prend le domaine de la sécurité, si les populations s'intéressent à cela, voilà, je pense que ça sera une bonne chose. On aura un bon résultat. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, voilà, mesdames et messieurs, c'était la chronique du jour avec monsieur Étienne Kaboré.